J'ai découvert un outil idéal comme première étape pour développer une grande organisation qui pourra se dupliquer. Rappelez-vous que votre but est de renseigner les gens et de leur faire comprendre notre occasion d'affaires. Nous voulons que les gens sachent ce que nous avons à leur offrir et qu'ils comprennent en quoi cela pourrait leur être utile. Un outil de prospection est un excellent moyen de renseigner les gens, et nous l'espérons de les enthousiasmer, au beau milieu de leur emploi du temps chargé. Ils n'ont peut-être pas le temps de traverser la ville pour venir vous rencontrer, mais ils peuvent écouter un CD dans leur voiture, regarder un cours DVD, lire un magazine ou assister à une présentation en ligne. Si vous reveniez rétrospectivement sur le déroulement de ma carrière, vous verriez que les outils ont tout changé pour moi. En 1990, mon entreprise a produit une vidéo dynamique et excitante. Même si son prix était très élevé, 15 €, elle en valait la peine. Car lorsqu'on apprenait à inviter les gens à la visionner, les résultats étaient spectaculaires. Tous les distributeurs de l'entreprise se sont concentrés sur un mode opératoire quotidien qui était axé sur la proposition de visionner cette vidéo. Nous ne nous permettions aucune distraction. Notre culture organisationnelle tout entière tournait autour de cette stratégie et notre croissance a été phénoménale. Nous accordions toujours une grande importance aux événements, mais ils constituaient une deuxième étape après qu'un prospect ait vu notre vidéo. En adoptant cette nouvelle approche, mon organisation s'est finalement épanouie et j'ai pu apprécier l'expérience en ayant un groupe qui pouvait se développer avec ou sans moi. C'était plus amusant que je ne peux le décrire. Mon groupe est passé de quelques dizaines à quelques centaines de personnes et puis à quelques milliers. Et je n'avais fait qu'apprendre à demander aux gens de visionner une vidéo, à les inviter ensuite à un événement et à leur enseigner à faire la même chose auprès de leurs connaissances. Différentes entreprises utilisent différents outils et diverses stratégies événementielles pour assurer leur croissance. Certaines misent sur les présentations à domicile et d'autres sur les présentations en ligne. D'autres encore privilégient les rencontres en tête-à-tête pendant lesquelles elles utilisent des magazines et des tableaux à feuilles volantes. Déterminez ce qui donne les meilleurs résultats dans votre entreprise. Adoptez un mode opératoire quotidien et formez ensuite les membres de votre équipe afin qu'ils reproduisent efficacement votre démarche et invitent leurs prospects à adhérer à l'entreprise. En tant que professionnel, vous inviterez vos prospects à découvrir un outil ou à assister à un événement. Voici ce que vous ne ferez pas. Vous ne ferez pas d'exposé aux gens et vous ne tenterez pas d'éblouir le monde avec votre sagesse. Cette approche nourrirait votre ego, mais pas votre compte en banque. Permettez-moi de vous proposer ma formule pour devenir financièrement indépendant grâce au marketing relationnel. La capacité de constituer une grande équipe qui effectuera avec constance quelques activités simples sur une longue période de temps. C'est cette formule qui m'a aidé à sortir de la médiocrité, et elle vous aidera à faire de même. Pendant des années, je me suis concentré sur mon habileté à persuader les gens, et j'en dépendais. Et puis, j'ai trouvé quelques leaders clés que j'ai pu former à dupliquer mes efforts. Finalement, j'ai appris la formule que je viens de vous révéler, et j'ai commencé à me constituer et à superviser une grande équipe qui effectuait avec constance quelques activités simples. C'est alors que tout s'est amélioré. Ce sont les éléments de base. Prenons maintenant le temps de regarder des émotions reliées aux invitations. 4 règles fondamentales s'appliquent. Règle numéro 1. Vous devez vous détacher du résultat sur le plan émotionnel. C'est extrêmement important. Rappelez-vous que votre but initial est de renseigner et de faire comprendre. Ce n'est pas d'obtenir un nouveau client ou de recruter un nouveau distributeur. Autrement dit, si vous dissociez vos émotions du résultat et vous vous concentrez uniquement sur l'éducation et la compréhension, tout devient très simple. Cela semble facile, mais ça ne l'est pas. Nous nous engageons tous dans ce secteur d'activité avec l'espoir de recruter quelques excellents distributeurs. Il est difficile de se défaire de ces attentes. Mais vous devez vous rappeler que nous ne sommes pas des chasseurs. Nous ne sommes pas des requins. Notre tâche consiste à éduquer les gens et à les aider à comprendre ce que nous avons à leur proposer. Nous agissons comme consultants en offrant des suggestions sur la façon dont ils peuvent connaître une vie meilleure. Si vous ne visez qu'à obtenir un client
ou un nouveau distributeur, vous serez constamment déçu et vous verrez fuir vos prospects. Si vous misez plutôt sur l'éducation et la compréhension, vous vous amuserez et vos prospects apprécieront l'expérience. Règle numéro 2. Soyez vous-même. Tant de gens essaient de devenir quelqu'un d'autre lorsqu'ils commencent à lancer des invitations. Cela rend tout le monde mal à l'aise. Soyez vous-même. Efforcez-vous de donner le meilleur de vous-même. Règle numéro 3. Mettez-y de la passion. L'enthousiasme est contagieux. Il est normal de se laisser emporter. Restez focalisé sur votre objectif. Écoutez de la musique qui vous inspire. Souriez pendant que vous parlez au téléphone. Je vous garantis que vos émotions positives se traduiront par de meilleurs résultats. Règle numéro 4. Adoptez une attitude positive. J'ai eu de la difficulté à mettre cette règle en pratique. Au début, je manquais énormément d'assurance. Je pensais que personne ne me prendrait au sérieux. Mais j'ai observé les professionnels. J'ai remarqué leur attitude. Ils étaient audacieux, ils étaient confiants, ils étaient forts. J'ai donc décidé de faire preuve d'audace. J'ai cessé de m'excuser tout le temps. Au lieu de dire « Oui, je sais que j'ai exercé bon nombre de métiers jusqu'ici dans ma vie, et j'espère que ce sera le changement que j'espérais. » J'ai commencé à dire « Devinez quoi? J'en ai plus qu'assez de la vie que j'ai menée jusqu'à présent, et j'ai décidé de prendre mon avenir en main. À votre place, je ne parierai pas contre moi parce que je suis sérieux. » Voyez-vous la différence? Soyez vous-même, mais soyez plus audacieux. Soyez vous-même, mais soyez plus fort. Soyez vous-même, mais soyez plus confiant, du moins lorsque vous lancez des invitations. J'ai découvert que je pouvais le faire pendant de courtes périodes de temps au début, et, tout comme lorsqu'on développe un muscle, j'ai pu le faire de plus en plus longtemps, jusqu'à ce que cela fasse partie de moi. Donc, maintenant que nous avons préparé le terrain, examinons la formule d'invitation. Cette formule est conçue pour être utilisée au téléphone ou en personne. Elle ne se prête pas au texto, au courriel ou à tout autre outil de communication. Ne vous en servez qu'au téléphone ou en personne. Cette formule est tout aussi efficace avec les prospects de votre marché chaud, les gens que vous connaissez, que de votre marché froid, les gens dont vous faites fortuitement la connaissance. Je vous donnerai des exemples pour les deux situations. Une invitation professionnelle comporte 8 étapes. Cela peut sembler complexe, mais avec un peu de pratique, vous verrez que c'est une habileté qu'il est facile de maîtriser. Étape 1. Démontrez votre empressement à partager votre outil. Étape 2. Faites un compliment à votre prospect. Étape 3. Lancez l'invitation. Étape 4. Si je vous invite, est-ce que vous viendrez? Étape 5. Confirmation numéro 1. Obtenez un engagement sur le moment de la consultation de l'outil. Étape 6. Confirmation numéro 2. Confirmez l'engagement. Étape 7. Confirmation numéro 3. Fixez le prochain rendez-vous téléphonique. Étape 8. Raccrochez. Étape 1. Démontrez votre empressement à partager votre outil. C'est là une question de psychologie. Les gens sont toujours plus attirés par une personne qui est active. Si vous amorcez chaque appel ou chaque rencontre en étant très empressé, vous constaterez que le processus d'invitation sera plus bref, que votre prospect posera moins de questions, qu'il montrera moins de réticence et qu'il fera preuve d'un plus grand respect pour votre personne et votre temps. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il est très important que je te parle. J'ai 1 million de choses à faire, mais je suis heureux de t'avoir au téléphone. J'allais sortir, mais il fallait que je te parle sans tarder. Exemple pour les prospects de votre marché froid. J'aimerais bien vous en parler maintenant, mais je dois sortir. J'aimerais bien vous en parler maintenant, mais je dois partir. Par contre, je dois filer, mais... Vous avez saisi? Donnez le ton en y mettant un sentiment d'urgence. Pour ce qui est des exemples que je vous donne,
Ne vous souciez pas trop de reproduire la même formulation. Concentrez-vous plutôt sur le concept et utilisez vos propres mots. Faites comprendre aux gens que vous êtes occupé, que vous avez beaucoup de tâches en cours et que vous avez peu de temps, mais qu'il est important pour vous de leur parler sans tarder. Et mettez de la passion dans votre voix. Étape 2. Faites un compliment à votre prospect. Cette étape est cruciale. Un compliment sincère, il doit l'être, ouvre la porte à une véritable communication et rendra votre prospect beaucoup plus réceptif. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Tu as très bien réussi et j'ai toujours respecté ta façon de brasser les affaires. Tu m'as toujours apporté ton soutien et je l'apprécie beaucoup. Excellent avec les membres de la famille et les amis intimes. Tu as vraiment le sens des affaires et tu peux voir des choses qui échappent aux autres. Depuis que je te connais, j'ai toujours pensé que tu étais le meilleur dans ton domaine. Exemple pour les prospects de votre marché froid. Vous m'avez offert l'un des meilleurs services que j'ai jamais reçus. Vous êtes très intelligent. Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie? Grâce à vous, cette expérience a été fantastique. Le compliment doit être sincère. Trouvez une chose pour laquelle vous pourrez honnêtement complimenter votre prospect et servez-vous-en. Cette étape simple doublera littéralement vos résultats. Lorsque vous démontrez votre empressement et que vous faites un compliment à votre prospect, il lui devient très difficile de réagir négativement à votre invitation. Les gens ne reçoivent pas souvent de compliments. C'est toujours agréable à entendre. Vous constaterez que vos prospects deviendront très réceptifs. Si vous étudiez les pros, vous verrez qu'ils mettent toujours les gens de bonne humeur grâce à des éloges honnêtes et sincères. Cela favorise les relations, cela ouvre l'esprit des gens et surtout, cela contribue à l'atteinte de notre but qui est de renseigner et de faire comprendre. Étape 3. Lancez l'invitation. Ici, il n'y a pas de solution unique. 3 types d'approches s'offrent aux professionnels du marketing relationnel. L'approche directe. Vous utiliserez cette approche lorsque vous inviterez des gens à en apprendre un peu plus sur les avantages que votre offre a pour eux. La majorité des réseauteurs utilisent l'approche directe avec tous leurs prospects. Cela ressemble généralement à ceci. « J'ai trouvé un moyen pour que vous deveniez riche, laissez-moi vous expliquer, et bla bla bla. » Je comprends qu'on puisse être passionné, mais vraiment, qui sera excité par une telle entrée en matière, à moins que l'appel ne vienne d'un millionnaire? Cela ne veut pas dire que l'approche directe n'est pas efficace, elle l'est. Elle occupe une place importante dans le processus d'invitation. Mais elle doit être réservée aux gens qui vous connaissent et vous respectent, ou aux gens qui, vous le savez, sont à la recherche d'une vie meilleure. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Lorsque tu m'as dit que tu détestais ton emploi, avais besoin d'argent, voulais déménager, etc., étais-tu sérieux ou faisais-tu seulement des blagues? Ils vous diront presque toujours qu'ils étaient sérieux. Fantastique! J'ai trouvé un moyen pour que tu obtiennes ce que tu veux, trouves une solution à ton problème, atteignes ton but. Cet exemple est valable lorsque vous connaissez la raison de l'insatisfaction d'un prospect, un besoin ou un désir. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'améliorer grandement notre situation financière. Lorsque je me suis demandé qui pourrait faire fortune avec cette entreprise que j'ai découverte, j'ai pensé à toi. Es-tu toujours à la recherche d'un emploi, d'un nouvel emploi? J'ai trouvé un moyen qui nous permettrait de créer une entreprise fantastique sans tous les risques qui y sont généralement associés. Laisse-moi te poser une question, ça restera entre nous. Si tu pouvais avoir ta propre entreprise et travailler à temps partiel à ton domicile et gagner autant d'argent que tu le fais en travaillant à temps plein, est-ce que ça t'intéresserait? Exemple pour les prospects de votre marché froid. Avez-vous déjà songé à diversifier vos sources de revenus? Vos perspectives de carrière demeurent-elles ouvertes? Envisagez-vous de faire ce que vous faites actuellement jusqu'à la fin de votre carrière? Vous pouvez conclure ces entrées en matière ou toute variante de celle-ci en disant aux prospects de votre marché froid « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais… » L'approche indirecte. Il s'agit d'un outil très efficace pour aider les gens à surmonter leur réticence initiale et à comprendre ce que vous avez à leur offrir.
L'approche indirecte sert à demander au prospect de l'aide, de la rétroaction ou des conseils. J'ai beaucoup utilisé cette approche à mes débuts et avec grand succès. À cause de mon manque de crédibilité à l'âge de 23 ans, je ne pouvais pas vraiment réussir avec l'approche directe, et j'ai donc appris à m'effacer et à flatter l'ego de mes prospects. Cela a incroyablement bien fonctionné et fonctionne encore aujourd'hui. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. Je viens de créer une nouvelle entreprise et je suis très nerveux. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'exercer auprès d'une personne amicale. Puis-je le faire avec toi? Ceci est une excellente façon d'approcher les membres de votre famille et vos amis intimes. J'ai découvert une entreprise qui m'emballe beaucoup, mais je suis un néophyte. Tu as tellement d'expérience. Pourrais-tu y jeter un coup d'œil, si je te facilite les choses, et me dire ensuite si j'ai pris la bonne décision? Un ami m'a dit que la meilleure chose à faire lorsqu'on crée une entreprise, c'est de demander à des gens que l'on respecte d'y jeter un coup d'œil et de nous conseiller. Accepterais-tu de faire cela pour moi, si je te facilitais les choses? Exemple pour les prospects de votre marché froid. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vit dans une autre ville, province ou un autre pays, et que votre entreprise y fait des affaires, vous pouvez dire « Mon entreprise souhaite accroître ses activités dans votre région. Accepteriez-vous de me rendre service en examinant la situation et en me disant si vous croyez que cela fonctionnerait là où vous vivez? » Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui pourrait vous donner une bonne rétroaction sur votre produit, vous pouvez lui dire « Je viens de créer une entreprise et je vends un produit qui, je crois, est très valable, mais j'aimerais connaître votre opinion. Acceptez-vous d'en prendre connaissance et de me dire ce que vous en pensez? » L'approche ultra-indirecte. La troisième approche est l'approche ultra-indirecte. Elle est extrêmement puissante, car elle fonctionne à plusieurs niveaux psychologiques. Avec cette approche, vous dites à votre prospect qu'il n'est pas un prospect et que vous souhaitez uniquement savoir s'il connaît quelqu'un qui pourrait profiter de votre occasion d'affaires. C'est très efficace. Exemple pour les prospects de votre marché chaud. L'entreprise avec laquelle je travaille n'est manifestement pas pour toi, mais je voulais te demander si tu connaissais quelqu'un qui est ambitieux, motivé par l'argent et qui serait emballé à l'idée d'augmenter ses revenus. Connais-tu quelqu'un qui est à la recherche d'une entreprise solide qu'il pourrait diriger de la maison? Connais-tu quelqu'un qui a eu un problème ou qui s'est heurté à un obstacle en tentant de créer sa propre entreprise et qui serait à la recherche d'un moyen de diversifier ses revenus? Je travaille avec une entreprise qui développe dans cette région et je cherche quelques personnes intelligentes qui souhaiteraient toucher un revenu supplémentaire. Connais-tu quelqu'un qui répond à cette description? Dans la majorité des cas, le prospect vous demandera des détails avant de vous donner le nom de quelqu'un. Il cachera sa curiosité derrière cette requête, pensant que cela lui conviendrait peut-être, mais sans l'admettre encore. Lorsqu'il vous demande de lui donner davantage d'informations, vous pouvez répondre « Cela a du sens. C'est normal que tu veuilles en savoir plus avant de me donner le nom de l'une de tes connaissances. » Vous pouvez alors passer à la quatrième étape. Exemple pour les prospects de votre marché froid. L'approche ultra-indirecte est exactement la même pour votre marché froid que pour votre marché chaud. Utilisez la même entrée en matière ou une variante avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Étape 4. Si je vous offre tel ou tel outil, est-ce que vous vous y intéresserez? Cette question a été mon arme secrète pendant très longtemps. C'est de loin la question la plus puissante que j'ai employée en bâtissant une entreprise de marketing relationnel grande et prospère. Si je vous offre un DVD, est-ce que vous le visionnerez? Si je vous offre un CD, est-ce que vous l'écouterez? Si je vous offre un magazine ou tout autre matériel imprimé, est-ce que vous le lirez? Si je vous propose un lien vers un site Internet qui offre une présentation complète, est-ce que vous le consulterez? Si je vous propose un séminaire en ligne offert sur invitation seulement, est-ce que vous y participerez? Si je vous invite à une conférence téléphonique à 3, est-ce que vous y participerez? Cette question est extrêmement efficace et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est bilatérale. Vous dites que vous ferez quelque chose si votre prospect accepte de faire quelque chose. En tant qu'être humain, nous sommes programmés pour réagir positivement dans ce genre de situation. Deuxièmement, elle vous place en position de pouvoir. Vous avez le contrôle.
vous ne mendiez pas. Vous ne demandez pas de faveur. Vous offrez tout simplement une valeur d'échange. Et troisièmement, cela signifie que vous avez quelque chose de valable à offrir. Vous dites que vous ferez quelque chose, mais uniquement si votre interlocuteur s'engage lui aussi à faire quelque chose en échange. Lorsque vous donnez de la valeur à ce que vous avez, les gens vous respectent. À mes débuts, je ne connaissais pas cette question magique. Je ne disais que des choses comme « Je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous regardiez ma vidéo. Essayez mon produit, écoutez ce CD, etc. » Vous pouvez imaginer les résultats que j'obtenais. Cette approche était psychologiquement faible. Mais si vous dites « Si je, est-ce que vous », vous entamez une conversation professionnelle. Si vous dites « Je veux vraiment, vraiment, vraiment », vous avez l'air désespéré, et un distributeur désespéré n'est pas attirant. Si vous avez déjà utilisé cette approche, vous savez de quoi je parle. La question « Si je, est-ce que vous » donne des résultats. Elle pousse les gens à dire oui. Elle aide les prospects à voir d'un autre œil ce que nous avons à leur offrir. Rappelez-vous que notre but est de renseigner et de faire comprendre. La question « Si je, est-ce que vous » nous aide à atteindre ce but. Si vous avez commencé l'appel en laissant entendre que vous êtes très empressé, avez complimenté votre prospect, avez lancé l'invitation et demandé « Si je, est-ce que vous », la réponse de votre prospect sera presque toujours « oui » et vous pourrez passer à la 5e étape. Si votre prospect demande davantage d'informations avant d'accepter, répondez-lui simplement « Je comprends que vous vouliez en savoir plus, mais tout ce que vous cherchez se trouve sur le DVD, CD, matériel imprimé, site Internet, etc. » Le moyen le plus rapide de vraiment comprendre ce dont je vous parle est de consulter ce matériel. Donc, si je vous le donne, est-ce que vous l'examinerez? S'il dit non, remerciez-le de vous avoir consacré son temps et passez à autre chose. De plus, révisez les 3 premières étapes pour déterminer ce que vous auriez pu faire mieux. Mais ne lui donnez pas votre matériel. Vous avez franchi les 4 premières étapes et votre prospect a dit oui, vous avez réussi. Il a accepté de prendre connaissance de votre outil. Cela signifie-t-il qu'il le consultera? Non. En fait, il n'y a que 5% de vos prospects environ qui feront ce qu'ils vous ont promis si vous n'utilisez que les 4 premières étapes, et 5% n'est pas un bon résultat. Pour vous rapprocher des 80%, vous devez compléter le processus d'invitation avec professionnalisme. Étape 5. Confirmation numéro 1. Obtenez un engagement sur le moment de la consultation de l'outil. Vous avez demandé « Si je, est-ce que vous » et votre prospect a répondu « Oui ». La prochaine étape consiste à obtenir son engagement à consulter votre matériel. Quand pensez-vous pouvoir visionner sans faute le DVD? Quand pensez-vous pouvoir écouter sans faute le CD? Quand pensez-vous pouvoir lire sans faute le magazine? Quand pensez-vous pouvoir consulter sans faute le site Internet? Ne lui suggérez pas un moment précis. C'est une autre erreur que j'ai faite au début de ma carrière. Posez-lui tout simplement la question et attendez sa réponse. Cette question lui fait penser à son emploi du temps et à ses autres engagements. Il trouve du temps pour examiner votre outil et il vous précise le moment où il le fera. Autrement dit, tout devient réel. Lorsque vous allez demander « Si je, est-ce que vous » et qu'il a répondu « Oui », vous parliez d'un jour prochain. Lorsque vous obtenez son engagement sur le moment de la consultation, cela commence à être réel. La seule chose qui compte, c'est qu'il précise un moment, peu importe lequel. Laissez-le penser à son emploi du temps et il vous dira quand il pourra consulter votre matériel. Environ 90% du temps, il vous donnera une réponse. Les autres 10% du temps, il restera vague et vous dira quelque chose comme « J'essaierai de le faire un de ces jours ». Si c'est le cas, alors dites-lui « Je ne veux pas perdre mon temps, ni vous faire perdre le vôtre. Pourquoi ne pas fixer dès maintenant le moment où vous consulterez sans faute ce matériel? » Rappelez-vous qu'il a déjà accepté de le faire à l'étape 4. Vous ne faites que confirmer le moment de la consultation. L'important ici, c'est qu'il a maintenant dit oui à 2 reprises. La première fois, lorsque vous avez demandé « Si je, est-ce que vous » et la seconde,
lorsqu'il a précisé le moment où il consulterait votre matériel. Vous pouvez donc maintenant lui donner votre outil, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez pas encore terminé. Les professionnels prennent quelques secondes de plus pour franchir quelques étapes supplémentaires. Étape 6. Confirmation numéro 2. Confirmer l'engagement. Si votre prospect vous dit qu'il visionnera le DVD d'ici mardi soir, votre réponse devrait ressembler à ceci. Donc, si je vous appelle mercredi matin, vous l'aurez vu sans faute, n'est-ce pas? S'il dit qu'il écoutera le CD d'ici jeudi matin, votre réponse devrait ressembler à ceci. Donc, si je vous appelle jeudi au cours de la journée, vous l'aurez écouté sans faute, n'est-ce pas? S'il dit qu'il consultera le site Internet d'ici le 1er juillet, votre réponse devrait ressembler à ceci. Donc, si je vous appelle le 2 juillet, vous l'aurez consulté sans faute, n'est-ce pas? Il répondra naturellement par l'affirmative, ou il fera un petit ajustement. Dans un cas comme dans l'autre, vous aurez obtenu 3 confirmations à l'issue de la 6e étape, et il est beaucoup plus probable que le prospect consultera votre matériel et, le plus important, c'est que vous n'avez pas fixé de rendez-vous avec lui. Il s'est fixé un rendez-vous avec lui-même. Votre prospect a dit qu'il consulterait le matériel, qu'il le ferait d'ici une date précise, et que si vous l'appeliez après cette date, il aurait examiné votre outil. Vous avez posé les questions. Ces réponses ont confirmé l'engagement. Étape 7. Confirmation numéro 3. Fixer le prochain rendez-vous téléphonique. Cette étape est simple. Demandez tout simplement quel est le meilleur moment pour vous appeler et à quel numéro. Votre prospect vous dira ce qui lui convient le mieux et vous aurez maintenant un vrai rendez-vous. Il vous suffit alors de ne pas oublier de le rappeler. Votre prospect vous a dit oui 4 fois. En tout, l'invitation ne vous a pris que quelques minutes et vos chances d'atteindre votre objectif d'éducation et de compréhension sont passées de 5 à 80%. Étape 8. Raccrocher. Rappelez-vous que vous êtes très occupé, d'accord? Une fois que vous avez confirmé le prochain rendez-vous téléphonique, la meilleure chose à dire, c'est « Fantastique, nous nous parlerons à ce moment-là. Je dois vous laisser. » Trop de gens obtiennent ce rendez-vous et puis le perdent en parlant, parlant et parlant. Rappelez-vous que notre but est de renseigner et de faire comprendre. Et puis, que nous laissons à cette tierce partie qui est notre outil, le soin d'accomplir la majeure partie du travail. Voici quelques exemples des 8 étapes réunies. Une personne que vous connaissez et qui déteste son travail. Approche directe. Salut, je n'ai pas beaucoup de temps, mais il est très important que je te joigne. Écoute, tu es l'une des personnes les plus financièrement intelligentes que je connaisse et je t'ai toujours respecté pour cela. Lorsque tu m'as dit que tu n'aimais pas vraiment ton travail, étais-tu sérieux ou faisais-tu des blagues? Votre prospect dit qu'il était sérieux. Super. Je crois que j'ai trouvé une façon pour toi de te créer une stratégie de sortie. J'ai un CD qui la décrit mieux que je ne pourrais le faire. Si je te donne ce CD, est-ce que tu l'écouteras? Votre prospect dit oui. Quand penses-tu pouvoir l'écouter? Il dit mardi. Donc, si je t'appelle mercredi matin, tu l'auras écouté sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui. Très bien. Je communiquerai avec toi. Quel est le meilleur moment pour t'appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. C'est noté. À bientôt. Il faut que je te laisse maintenant. Et merci. Un bon ami, approche indirecte. Salut, j'étais sur le point de sortir, mais il fallait que je te parle très rapidement. As-tu une seconde? Merveilleux. Écoute, tu m'as toujours été d'un grand soutien, et je l'apprécie beaucoup. Je viens tout juste de créer une nouvelle entreprise et je suis très nerveux. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'exercer auprès d'une personne amicale. Puis-je compter sur toi? Il accepte. Fantastique. Si je te donne un DVD qui présente l'information de façon professionnelle, est-ce que tu le visionneras? Il dit oui. Il dure environ 15 minutes. Quand penses-tu pouvoir le regarder sans faute? Il dit jeudi. Je t'appellerai donc vendredi matin. Tu l'auras visionné sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui. Fantastique. Quel est le meilleur moment pour t'appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. C'est noté. À bientôt. Il faut que je te laisse maintenant. Et merci. Une personne qui a très bien réussi
Approche ultra indirecte. Je sais que vous êtes occupé et j'ai 1 million de choses à faire moi aussi, mais je suis heureux d'avoir l'occasion de vous parler. Vous avez réussi haut la main et j'ai toujours respecté votre style en affaires. Récemment, j'ai créé une nouvelle entreprise et je suis à la recherche de quelques personnes intelligentes. C'est un secteur d'activité qui n'est certainement pas pour vous, mais je voulais vous demander si vous connaissiez des gens ambitieux, motivés par l'argent et qui seraient excités à l'idée d'augmenter leurs revenus de façon significative. Il dit qu'il connaît quelques personnes. Je comprends que vous voudrez en savoir plus avant de me recommander ces personnes. J'ai un DVD qui explique clairement ce que je fais et le genre de personnes que je cherche. Il est de courte durée. Si je vous l'envoie, est-ce que vous le visionnerez? Il dit oui. Merci. Quand pensez-vous pouvoir le regarder? Il dit lundi prochain. Très bien. Donc, si je vous appelle mardi prochain, vous l'aurez visionné sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui. D'accord. Je communiquerai avec vous après cette date. Quel est le meilleur moment pour vous appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. Merveilleux. C'est noté. Encore merci. J'apprécie beaucoup votre aide. À mardi. Un prospect de votre marché froid qui a fait un excellent travail en vous vendant quelque chose. Approche directe. J'ai quelque chose à vous proposer et je dois partir. Mais je sais que vous êtes très intelligent et je suis justement à la recherche de personnes intelligentes. Envisagez-vous de faire ce que vous faites actuellement jusqu'à la fin de votre carrière? Il dit non. Bien. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le moment est mal choisi pour en parler, mais j'ai un DVD qui explique tout en détail. Si je vous le donne, est-ce que vous le visionnerez? Il dit oui. Quand pensez-vous pouvoir le regarder? Il dit dimanche. Donc, si je vous appelle lundi, vous l'aurez visionné sans faute, n'est-ce pas? Il dit oui. Très bien. Je communiquerai avec vous lundi. Quel est le meilleur moment pour vous appeler et à quel numéro? Il vous donne l'information. D'accord, c'est noté. Encore merci pour l'excellent service que vous offrez. À bientôt. Sentez-vous la dynamique du processus? Évidemment, il existe de nombreuses variantes possibles pour différents types de prospects. Mais j'espère que ces exemples vous aident à comprendre comment le tout fonctionne. Pour ce qui est du texte, il est préférable que vous assimiliez les concepts de base sans trop mettre l'accent sur la formulation exacte de mes exemples. La vie ne fonctionne pas comme ça. Mais si vous apprenez à faire comprendre à votre prospect que vous êtes très empressé, si vous le complimentez, lui lancez une invitation, lui donnez un outil en disant « si je, est-ce que vous ?» Si vous confirmez au moyen du processus que j'ai décrit et finalement raccrochez ou complétez l'invitation, tout ira très bien. Rappelez-vous que lorsque vous recrutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a que des expériences d'apprentissage. Tout au long de votre cheminement, afin de devenir un professionnel du marketing relationnel, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de développer des habiletés qui vous permettront de recruter sur demande dans toute situation. Ensuite, vous n'aurez plus jamais à souhaiter avoir de la chance. Alors exercez-vous encore et encore. Chapitre 6. Habileté numéro 3. Présentez votre produit ou votre occasion d'affaires à vos prospects. Nous avons parlé des 2 premières habiletés qui consistent à trouver des prospects et à les inviter à découvrir votre produit ou votre occasion d'affaires. Vous leur demandez de prendre connaissance de votre outil ou de participer à un événement. Si vos prospects évaluent cet outil sans que vous soyez à leur côté, vous n'avez rien à faire. Contentez-vous d'effectuer un suivi à la date prévue. Si vous êtes physiquement avec eux, il y a certaines choses que vous devez comprendre et l'une des plus importantes est que ce n'est pas de vous qu'il s'agit. C'est une chose que j'ai eu de la difficulté à accepter. À mes débuts, j'ai lu et écouté tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet et j'ai assisté à toutes les séances de formation possibles. Je pensais que le plus important était de devenir un expert dans tout ce qui avait trait à mon entreprise, de manière à ce que, si l'on me posait des questions, je puisse répondre sur le champ. Cela semble logique, n'est-ce pas? Je m'asseyais avec quelqu'un et disais « Laissez-moi vous parler de nos produits. Laissez-moi vous parler de notre entreprise. Laissez-moi vous parler de notre système de rémunération. Laissez-moi vous parler de l'incroyable programme de soutien que nous offrons. »
De gros problèmes sont associés à cette approche si vous voulez bâtir une grande organisation prospère. En ce qui me concerne, le plus gros problème était que, peu importe les connaissances que j'acquérais, il y avait toujours des questions qui me laissaient perplexe. Et étant donné que je me présentais comme un expert, si je restais sans voix, cela pouvait très bien pousser mes prospects à tout remettre en question. Le deuxième problème, c'est que la plupart de mes prospects savaient que je n'étais pas un expert. Donc, lorsque je les abordais et me présentais comme un symbole d'autorité, ils savaient que ce n'était pas vrai. Cela les rendait en fait plus que sceptiques. Le troisième problème, c'était que même si je devenais petit à petit un expert, les autres distributeurs dans mon organisation n'avaient pas nécessairement la même soif ou la même volonté d'apprendre. Par conséquent, j'étais automatiquement le spécialiste pour toutes les présentations. Il est impossible de créer une organisation qui saura se dupliquer avec une telle approche. Et, sans duplication, le marketing relationnel n'est qu'un simple emploi. À mes débuts, c'est ce qu'était pour moi le marketing relationnel, un emploi. Il n'y avait pas de duplication dans mon organisation parce que je ramenais tout à moi-même. Mais j'étais déterminé et j'ai commencé à observer et à mémoriser la façon dont les meilleurs distributeurs faisaient leurs présentations. Les pros ne se donnaient jamais le premier rôle. De plus, ils ne se présentaient jamais comme des experts. Ils agissaient à titre de consultants qui assuraient le lien entre les prospects et les outils, les événements et les autres distributeurs, veillant ainsi à leur éducation. Si un prospect posait une question, il le guidait vers la réponse sans jamais la donner directement. Cela m'a déconcerté jusqu'à ce que je commence à saisir ce qu'est la duplication. Les pros savaient qu'ils pouvaient recruter un prospect en l'éblouissant avec leurs connaissances et leur expérience. Mais ils savaient également qu'il faudrait alors beaucoup plus de temps avant que leur nouveau distributeur puisse faire la même chose. Et c'est pour cette raison qu'ils adoptaient une approche plus simple. C'est vers cette époque que j'ai entendu parler d'un concept auquel j'ai ensuite toujours adhéré. Dans l'univers du marketing relationnel, ce n'est pas ce qui fonctionne qui a de l'importance. Ce qui compte, c'est la duplication. Cela devrait être une ligne directrice pour tout professionnel du marketing relationnel. Les pros misent sur les outils plutôt que sur leur sagesse. Les pros misent sur les événements plutôt que sur leur présentation. Les pros ont recours à d'autres distributeurs pour présenter les faits plutôt que de le faire eux-mêmes. Les pros ne se présentent pas comme des experts. Ils se contentent d'inviter les gens à en apprendre davantage sur leurs produits ou occasions d'affaires et ils laissent une tierce partie fournir l'information. Les pros apportent passion, enthousiasme, excitation et croyance. Si vous observez un pro en plein travail, vous verrez en lui une flamme qui est contagieuse. Faites une priorité de la passion, de l'enthousiasme, de l'excitation et de la croyance. Lancez ensuite des invitations avec professionnalisme et laissez une tierce partie faire le reste. En plus d'apprendre à présenter efficacement votre produit ou votre occasion d'affaires dans le cadre de vos activités de recrutement personnel, il est important d'apprendre également à présenter votre occasion d'affaires à des groupes de gens. J'ai entendu dire, et je crois que c'est vrai, c'est la personne qui tient le marqueur qui gagne de l'argent. En d'autres termes, la personne qui est à l'avant de la salle et qui fait la présentation a généralement des revenus plus élevés que la moyenne. À mes débuts, j'avais une peur bleue de parler devant un auditoire, mais j'étais ambitieux, et étant donné que tout le monde disait que c'était là une habileté importante, j'étais déterminé à la maîtriser. J'ai commencé par apprendre à livrer des témoignages brefs et efficaces. Le fait d'apprendre à raconter mon histoire m'a été d'une très grande utilité lorsque j'ai développé mon entreprise, et ça l'est encore aujourd'hui. Les gens ne s'intéressent pas à votre bagage de connaissances, mais ils sont intéressés par votre histoire, tant et aussi longtemps que vous ne les faites pas mourir d'ennui. J'ai peaufiné mon histoire pendant un certain temps, et après quelques petits ajustements, voici le résultat auquel je suis arrivé. Salut, je m'appelle Eric Worre et je suis un employé non productif à la retraite. À l'âge de 23 ans, j'avais déjà occupé 18 emplois, et je commençais à penser que mon avenir ne serait pas très reluisant. J'étais embarrassé par mon manque de résultats, et je cherchais désespérément un moyen de faire quelque chose de ma vie. En janvier 1988, j'ai découvert le marketing relationnel et cela a transformé le cours de mon existence. Au lieu d'avoir peur de l'avenir, je le contemple maintenant avec enthousiasme.
Et puis, j'enchaînais avec des anecdotes pertinentes en fonction de mes réussites du moment. Le thème de mon histoire se résumait à ceci. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Et cela fonctionnait. Je la racontais constamment, lors de rencontres dans des hôtels, de rencontres à domicile, de conférences téléphoniques à trois, d'audioconférences, etc. Peu importe vos antécédents, vous pouvez peaufiner une histoire personnelle convaincante. J'ai constaté que toute bonne histoire est composée de 4 éléments. 1. Vos antécédents. 2. Ce que vous n'aimiez pas dans votre ancienne vie. 3. Comment le marketing relationnel ou votre entreprise vous a sauvé. 4. Vos résultats ou comment vous envisagez l'avenir. Prenez le temps de rédiger votre histoire et racontez-la chaque fois que vous en avez l'occasion. Ensuite, j'ai décidé de maîtriser la présentation de l'occasion d'affaires qu'offrait mon entreprise. Encore une fois, le concept de modélisation de gens qui avaient réussi est entré en jeu. Le distributeur le mieux rémunéré dans mon entreprise était extrêmement puissant et efficace. De plus, il faisait toujours la même présentation, mot pour mot. Je l'ai donc enregistré et j'ai transcrit son discours à la main sur un bloc-notes. Après avoir terminé cette étape, j'ai enregistré ma propre voix. J'ai fait la même présentation, mot pour mot, mêmes histoires, mêmes blagues, tout était identique. J'ai écouté l'enregistrement et c'était affreux. Il n'y avait aucune énergie dans ma voix, j'étais ennuyeux, je détestais ce que j'entendais. J'ai donc recommencé plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit acceptable. À la fin, j'avais une audiocassette de ma présentation et je l'ai écoutée à répétition dans ma voiture. J'ai dû l'écouter au moins 500 fois, et je l'ai ainsi mémorisée. Je la connaissais vraiment par cœur. Je pouvais commencer par n'importe quelle partie et puis livrer mon message. Cela m'a donné une assurance incroyable. La frayeur que m'inspirait toute présentation a disparu et je me suis mis à chercher activement des occasions de faire mon exposé. J'ai présenté mon produit et mon occasion d'affaires lors d'audioconférences, de rencontres à domicile, de conférences à trois et dans tous les endroits que j'ai pu trouver. Je suis devenu un présentateur régulier lors de nos rencontres locales et j'ai bientôt participé à des événements de plus en plus importants. On m'a même invité à prononcer des allocutions pendant des congrès de l'entreprise. Pour moi, cette évolution vers le statut de présentateur s'est faite en plusieurs étapes. 1. J'ai appris mon histoire. 2. J'ai appris à faire une présentation standard de mon occasion d'affaires. 3. J'ai appris à faire différents exposés de formation. Un tournant décisif s'est produit en 1993. J'avais 29 ans et je commençais à me faire un nom dans l'univers du marketing relationnel. Je m'entretenais avec le PDG de l'entreprise et notre meilleur distributeur. Je ne me rappelle pas comment le sujet est venu sur le tapis, mais je me souviens d'avoir dit au PDG quelque chose comme « Eh bien, il est peut-être un meilleur réseauteur que je ne le suis actuellement, mais je suis un meilleur orateur que lui. » C'était censé être une blague, mais le PDG a haussé les sourcils et a dit « Très bien, mon garçon. Je vais te dire quelque chose. Le congrès de l'entreprise aura lieu bientôt. Plus de 14 000 personnes formeront l'auditoire. Je vous donne à tous les deux le même nombre de minutes sur scène et nous tiendrons un concours privé. Je nommerai quelques juges triés sur le volet et ils voteront afin de déterminer lequel de vous deux est le meilleur. » Wouah! J'étais vraiment dans le pétrin. Je n'étais pas un grand leader. À l'époque, mon organisation et ma réputation n'étaient pas aussi grandes que celle du meilleur distributeur de l'entreprise. Donc, j'ai fait la seule chose que j'étais en mesure de contrôler. J'ai commencé à me préparer comme si ma vie en dépendait. J'ai choisi un thème. J'ai rédigé mon allocution et je l'ai remaniée plusieurs fois. J'ai fait des recherches. Je me suis exercé. Je me suis enregistré. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Le jour venu, je ne m'étais jamais senti aussi nerveux de toute ma vie. Parler devant 14 000 personnes est comme parler à un océan. Mais ma préparation m'a bien servi. J'ai maîtrisé ma petite personne de 29 ans qui manquait d'assurance et j'ai livré la marchandise. Le résultat a été extraordinaire. Le délire s'est emparé de la foule, littéralement. Je me sentais un peu engourdi lorsque j'ai quitté la scène alors que l'auditoire m'acclamait encore,
et je me suis assis pendant que notre distributeur vedette prononçait son discours. Il a fait du très bon travail, mais je dois admettre que j'ai éprouvé une sensation merveilleuse lorsque le PDG est monté sur la scène et m'a félicité d'avoir gagné notre petit concours privé. Cela a vraiment été un moment décisif. Le texte de cette allocution a été égaré il y a très longtemps, mais un enregistrement audio a été récemment découvert. Si vous voulez l'entendre, consultez le lien suivant: www.networkmarketingpro.fr. Ma voix a le timbre de la jeunesse, mais c'est bien moi. Pour résumer cette série d'habiletés, rappelez-vous quelques éléments importants. 1. Lorsque vous faites de la prospection, vous êtes le messager et non le message. Effacez-vous et utilisez un outil en guise de tierce partie. 2. Apprenez à raconter votre histoire d'une manière qui éveillera la curiosité de vos prospects et leur donnera envie d'en entendre davantage. 3. Tout est dans la préparation lorsqu'il s'agit de faire une présentation devant un groupe de gens. Lorsque vous êtes bien préparé, c'est amusant. Chapitre 7. Habileté numéro 4. Effectuez un suivi auprès de vos prospects. Dans l'univers du marketing relationnel, on dit que la fortune réside dans le suivi. Je crois que c'est vrai, car la majorité des réseauteurs n'effectuent jamais de suivi, du moins les non-professionnels. Vous devez comprendre quelques concepts importants si vous voulez maîtriser cette habileté. Concept numéro 1. Effectuer un suivi, c'est faire ce que vous avez dit que vous feriez. Si vous avez dit à un prospect que vous l'appelleriez à un moment précis, alors faites-le. La profession du marketing relationnel est remplie de gens qui débordent d'enthousiasme au début et puis qui négligent leurs tâches. Gérez votre entreprise à l'aide d'un agenda traditionnel ou électronique. Soyez la personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Les gens respecteront cela. Je vendais des biens immobiliers l'année qui a précédé mon engagement dans le marketing relationnel. Mon père et son associé étaient les propriétaires de l'agence. Un jour que je me trouvais au bureau, un homme affable appelé Chuck Aycock est entré. Il avait un rendez-vous avec mon père à 10 heures. Il était 9h55 et mon père n'était pas encore arrivé. J'ai accueilli Chuck et je lui ai dit que j'étais certain que mon père arriverait bientôt. À 10 heures pile, Chuck s'est levé et a dit « Il est 10 heures. Votre père n'est pas là. Demandez-lui de m'appeler s'il veut fixer un autre rendez-vous. » Je n'arrivais pas à y croire. Il avait pris la peine de venir au bureau uniquement pour repartir 30 secondes après l'heure fixée pour son rendez-vous. Je lui ai dit « Monsieur Aycock, je suis sûr qu'il sera là d'une minute à l'autre. Il n'est pas nécessaire de partir immédiatement. » C'est alors qu'il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Fiston, on est soit en avance, soit en retard. Il est en retard et mon temps est précieux. Demandez-lui de m'appeler s'il veut fixer un autre rendez-vous. » Et il est parti. Mon père est arrivé au bureau à 10h10, s'attendant à y trouver Chuck. Je lui ai raconté ce qui était arrivé et il a été aussi étonné que moi. Mon père n'avait pas l'habitude d'être en retard. Ce matin-là, il avait flâné un peu. Il a fixé un autre rendez-vous et j'ai remarqué au fil des ans que mon père arrivait toujours à l'avance lorsqu'il avait un rendez-vous avec M. Aycock. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette anecdote? En ce qui me concerne, j'ai appris que les gens respectent l'individu qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Les gens respectent également l'individu qui accorde de l'importance à son propre temps. Si vous dites à un prospect que vous effectuerez un suivi à un moment précis, faites-le ou fixez un autre rendez-vous avant cette date. Concept numéro 2. Un entretien ne sert qu'à préparer le suivant. À mes débuts, je concluais chaque entretien en disant « Qu'en pensez-vous » Personne ne m'avait dit que c'était l'une des pires choses à faire. Je trouvais cela tout naturel et mes résultats étaient épouvantables. J'ai demandé de l'aide à l'un de mes premiers mentors et il m'a dit « Eric, un entretien ne sert qu'à préparer le suivant. » Cela m'a laissé stupéfait.
Je croyais que la présentation avait pour but de faire signer un engagement au prospect. Il a continué en expliquant que si nous concluons un entretien en programmant le suivant, le prospect finira par bien comprendre l'occasion d'affaires que nous lui offrons et pourra prendre une décision en toute connaissance de cause. Mon but est donc passé de gagner mon prospect dès la première rencontre à plutôt garder le processus bien vivant en programmant le prochain entretien et le suivant, et puis encore le suivant, jusqu'à ce qu'il prenne une décision. Après avoir apporté ce petit ajustement, mes résultats se sont améliorés de façon spectaculaire. Nous avons parlé plus tôt de la façon d'inviter avec professionnalisme un prospect à examiner notre occasion d'affaires. À la fin de ce processus, nous avons franchi plusieurs étapes afin de programmer le prochain entretien, c'est-à-dire l'appel de suivi. Vous fixez ainsi votre prochain rendez-vous avec le prospect. Lorsque vous ferez cet appel, vous lui demanderez s'il a pris connaissance du matériel que vous lui avez donné. Il vous dira « Non, je ne l'ai pas fait » ou il vous dira « Oui, je l'ai fait ». Voyons maintenant comment vous programmerez le prochain entretien dans les deux cas. S'il a dit non, qu'il n'a pas eu le temps d'évaluer le matériel, il est important que vous ne manifestiez pas votre mécontentement même s'il vous avait donné sa parole. C'est curieux, mais beaucoup de gens s'en prennent carrément à leur prospect en disant « Je croyais que vous aviez dit que vous le feriez sans faute. » De toute évidence, cela ne les aide pas à établir cette belle relation qu'ils souhaitent. La meilleure façon de réagir est la suivante. Ce n'est pas grave. Je comprends que la vie est parfois un véritable tourbillon. Quand pensez-vous pouvoir l'examiner sans faute, sans faute? Vous pensez peut-être qu'il est un peu exagéré de dire sans faute, sans faute. Mais cela fait des décennies que j'utilise ces mots dans de telles situations, et je le fais parce que c'est efficace. Dans tous les cas, employez les mots que vous voulez pour programmer le prochain entretien et franchissez les mêmes étapes afin d'obtenir son engagement. Une fois que vous l'avez obtenu et que vous avez fixé la date et l'heure de votre prochain appel ou du prochain entretien, raccrochez et rappelez au moment qui a été convenu. Si vous le rappelez au moment convenu et qu'il n'a toujours pas regardé le matériel, répétez le processus jusqu'à ce qu'il le fasse. Rappelez-vous que c'est lui qui a fixé le rendez-vous et que vous êtes le professionnel qui effectue le suivi comme vous avez dit que vous le feriez. Si vous téléphonez à votre prospect et qu'il dit oui, qu'il a bien vu le matériel, vous lui poserez quelques questions pertinentes. Mais tout d'abord, vous ne lui demanderez pas « Qu'en pensez-vous » Cela ne fait qu'ouvrir la porte à l'esprit critique du prospect qui soulèvera des objections uniquement pour avoir l'air intelligent. La meilleure question de suivi qu'il m'a été donné d'utiliser, c'est « Qu'avez-vous le plus aimé ?» Cette question vous orientera dans une direction très positive et vous donnera des indices sur le niveau d'intérêt de votre prospect. S'il dit « le produit », alors votre prochain entretien se fera probablement sous le thème du produit. S'il dit « la liberté financière », alors votre prochain entretien portera sur votre occasion d'affaires. Une autre excellente question à poser est celle-ci. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 équivaut à aucun intérêt de votre part et 10 à la volonté de vous engager dès maintenant, où vous situez-vous? Avec cette question, toute réponse se situant au-dessus de 1 est bonne. Elle montre que votre prospect manifeste un certain intérêt. La plupart du temps, vous obtiendrez un 5 ou un 6. Peu importe le chiffre qu'indiquera votre prospect, il suffit que vous lui demandiez comment vous pouvez l'aider à accroître son intérêt. Généralement, sa réponse ira dans le même sens que celle qu'il a donnée lorsque vous lui avez demandé ce qu'il avait le plus aimé. Si sa réponse est très positive et que le chiffre est plutôt élevé, vous pouvez passer immédiatement au processus de conclusion. Nous en traiterons dans le prochain chapitre. Si vous n'obtenez pas un feu vert explicite, fixez alors un autre rendez-vous. Le prospect voudra peut-être essayer votre produit. Aidez-le en ce sens et fixez une date de suivi. Un moment où vous l'appellerez et obtiendrez de la rétroaction. Le prochain entretien. S'il souhaite mieux comprendre le système de rémunération, décidez du moment où vous vous rencontrerez et l'examinerez. Le prochain entretien. S'il veut en discuter avec son partenaire de vie, renvoyez-le à la maison avec du matériel qu'ils pourront examiner ensemble et déterminez la date à laquelle vous effectuerez un suivi. Le prochain entretien. Peu importe la nature de la discussion. Vous ne devez jamais terminer un entretien sans fixer la date du suivant. Jamais.
Sinon, c'est la fin. C'est ce qui avait tendance à m'arriver à mes débuts. Je proposais à mes prospects d'examiner mon occasion d'affaires. Quand ils l'avaient fait, je lui disais « Alors, qu'en pensez-vous » Ils marmonnaient généralement quelque chose comme « Je vous donnerai bientôt mon avis. Je vous rappellerai » ou « Il faut que je réfléchisse encore un peu ». Et pouf, ils disparaissaient. Lorsque j'essayais de le rappeler, je ne faisais que l'importuner. Tout cela me mettait mal à l'aise. Lorsque j'ai commencé à ne jamais terminer un entretien avant d'avoir fixé la date du suivant, tout s'est amélioré. Je faisais preuve de professionnalisme. Je contrôlais la situation. Le prospect avait davantage de respect pour moi et pour mon occasion d'affaires. Et tout cela a été possible grâce à un petit changement de mentalité. Concept numéro 3. Il faut en moyenne de 4 à 6 entretiens pour que le prospect moyen s'engage. Lorsque les gens ne comprennent pas qu'un entretien ne sert qu'à préparer le suivant, ils mettent trop de pression sur leurs prospects et sur eux-mêmes. Dans la culture du marketing relationnel, qui est caractérisée par « certains s'engageront, d'autres pas, et alors, au suivant », les gens insistent auprès d'un individu une fois, et s'il ne devient pas membre de leur organisation, ils passent au suivant et n'effectuent jamais de suivi. Dans de nombreux cas, ils vont encore un peu plus loin en brisant leur relation avec le prospect à cause de leur attitude. Les professionnels comprennent qu'il faut en moyenne de 4 à 6 entretiens avant qu'un prospect s'engage. Leur but est l'éducation et la compréhension. Il est difficile de bien renseigner quelqu'un lors d'un unique entretien. Ils guident donc leur prospect d'un entretien à l'autre, sachant que l'information finira par être assimilée. Et tout au long de ce processus, ils nouent des liens plus étroits avec eux. Ils renforcent leur amitié. Cela contribue à développer une relation de confiance, et les gens aiment travailler avec des gens qu'ils apprécient. Ce nombre de 4 à 6 entretiens est une moyenne, ce qui signifie que pour toute personne qui s'engage après le premier entretien, il y en a une autre qui le fera après plus de 10. On ne peut rien prévoir. Certains des meilleurs réseauteurs ont attendu des années avant de finalement prendre la décision de profiter de l'occasion d'affaires qui leur avait été offerte. Gardez bien vivant votre désir de recruter, mais soyez patient. Concept numéro 4. Concentrez les entretiens pour de meilleurs résultats. Les poseurs abandonnent après le premier entretien. Les amateurs ont plusieurs entretiens avec un prospect, des entretiens qui s'échelonnent sur une longue période de temps. Les professionnels condensent ces entretiens sur une période la plus courte possible. Les gens sont occupés. Ils sont constamment distraits par leur vie. Lorsque vous les abordez afin qu'ils découvrent quelque chose de nouveau, il est important de maintenir leur intérêt bien vivant. La meilleure façon d'y arriver consiste à espacer le moins possible les entretiens. Si vous procédez lentement, vous commencerez sans doute par demander à votre prospect de visionner une vidéo, et puis, quelques semaines plus tard, vous lui demanderez de participer à une conférence à titre d'auditeur. Et puis, un mois plus tard, vous l'inviterez à participer à un séminaire en ligne. Et, un autre mois plus tard, vous l'inviterez à participer à une conférence téléphonique à 3 avec un autre distributeur et vous. Ce lent processus est difficile, car entre chaque entretien, le prospect a tendance à se laisser distraire par la vie. C'est comme si vous repartiez de zéro chaque fois. Par contre, si vous lui demandez de visionner une vidéo et puis de participer à une conférence téléphonique à titre d'auditeur, d'essayer le produit, de participer à un séminaire en ligne et ensuite à une conférence téléphonique à 3, et puis le rencontrer en personne, ou toute combinaison d'entretiens que privilégie votre entreprise, et que vous faites tout cela en l'espace d'une semaine, vous donnez à votre prospect l'occasion de bien réfléchir à la façon dont votre offre pourrait changer sa vie. Les questions et les objections. À chaque étape du processus de recrutement, vous devrez faire face à des questions et à des objections. C'est naturel. Souvent, votre prospect en soulèvera uniquement pour avoir l'air intelligent. Il ne veut pas paraître trop malléable et il fera des objections pour se sentir mieux. Votre réaction est extrêmement importante. Si vous adoptez une attitude défensive, vous sèmerez le doute dans l'esprit de votre prospect. Si vous passez à l'offensive, vous le ferez fuir. Rappelez-vous que notre but
est l'éducation et la compréhension. Il ne s'agit pas de remporter un débat. Notre tâche est d'aider les aveugles à voir. Lorsqu'un prospect pose une question négative ou soulève une objection, il ne fait que vous aider à identifier l'une de ses inquiétudes. Il est important que vous connaissiez ces inquiétudes de manière à aider votre prospect à les éliminer. Je vais maintenant vous proposer des tactiques précises pour vous aider à réfuter les objections, mais je veux avant tout que vous mémorisiez les concepts et passiez davantage de temps à focaliser sur eux. Les tactiques varient, les concepts demeurent. J'ai découvert que les objections entrent dans l'une de deux catégories. La première est la croyance limitée qu'a le prospect en ses habiletés. Il n'est pas certain de pouvoir réussir. La seconde est la croyance limitée qu'entretient le prospect envers le marketing relationnel. Il n'est pas certain que celui-ci l'aidera à atteindre ses buts dans la vie. Dans les deux cas, l'un des meilleurs concepts à appliquer est l'empathie, la capacité de ressentir les émotions de l'autre. Et le meilleur moyen que je connaisse pour faire preuve d'empathie, c'est de faire comprendre aux autres que vous êtes exactement comme eux. Vous avez eu les mêmes doutes, les mêmes questions, les mêmes craintes, et vous les avez surmontées. Croyez-le ou non, plus que toute autre chose, c'est votre histoire et celle d'autres personnes qui vous aidera à réfuter les objections. Il y a une vieille tactique qui s'appelle « sentez, ressenti, découvert ». Elle fonctionne avec le concept de l'empathie. Lorsqu'un prospect soulève une objection, vous dites « Je sais comment vous vous sentez. J'ai ressenti la même chose, mais voici ce que j'ai découvert. » Vous pouvez utiliser littéralement cette formulation. Elle est très efficace. Vous pouvez également la modifier en fonction de votre histoire et de votre prospect. Lorsque votre prospect a une croyance limitée en ses habiletés. Dans cette catégorie, les objections courantes sont « Je n'ai pas cet argent. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas un vendeur. Je ne connais personne. » Ou « Je suis trop vieux, trop jeune. Je n'ai pas d'expérience. » Certaines personnes préconisent des approches fantaisistes, dans lesquelles vous vous présentez comme un être intelligent et faites en sorte que votre prospect se sente stupide. Vous n'avez pas cet argent? Recevez-vous une facture d'électricité? Avez-vous un portable? Allez-vous parfois manger au restaurant? Vous avez beaucoup d'argent. Allez, réveillez-vous. Ou, vous n'avez pas le temps. Justement, combien de temps voulez-vous que cette réalité fasse partie de votre vie? Vous devez changer si vous voulez que votre vie change. Que ressentez-vous lorsque vous lisez ceci? Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous disait cela? Plutôt mal, n'est-ce pas? Une meilleure approche consiste à se mettre à la place de votre prospect et à lui raconter votre histoire. Lorsque quelqu'un me dit « Je n'ai pas d'argent en ce moment », je réponds « J'avais le même problème. Je n'avais pas assez d'argent pour payer mes factures, à plus forte raison pour créer une nouvelle entreprise. Mais après avoir bien réfléchi, j'ai réalisé que si je n'avais pas assez d'argent pour payer mes factures maintenant, comment en aurais-je plus tard? J'en avais marre de tirer le diable par la queue. J'en avais assez de toujours me débattre. Je voulais mieux profiter de la vie. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai trouvé un moyen de le faire, et c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Permettez-moi de vous poser une question. Si vous aviez le sentiment qu'il s'agit là pour vous d'une occasion de prendre le contrôle de votre avenir financier, croyez-vous que vous pourriez trouver un moyen d'en profiter? 9 fois sur 10, votre prospect répondra par l'affirmative. Encore une fois, oubliez la formulation exacte et focalisez sur le concept. J'ai dit à mes prospects que j'étais exactement comme eux, que j'avais soulevé les mêmes objections. Je leur ai parlé de mes inquiétudes et je leur ai fait part de la solution que j'avais trouvée. Et c'est ainsi que nous avons tissé des liens. C'est ainsi que nous avons établi la communication. Nous étions dans le même bateau et nous partagions les mêmes espoirs et les mêmes rêves. Et si je n'avais pas d'histoire personnelle qui pouvait se comparer à la leur, je leur racontais celle de quelqu'un d'autre. Au sein de votre entreprise, il y a une multitude d'histoires qui peuvent se prêter à pratiquement n'importe quelle situation. Donc, lorsqu'un prospect soulève une objection, vous pouvez dire « Je vous comprends.
J'ai un ami qui avait le même problème. Permettez-moi de vous raconter son histoire. Voyez-vous comment cette approche peut être efficace avec toutes les objections fondées sur les croyances limitées qu'un individu peut nourrir à son égard? Le concept est simple, c'est prouvé, et les résultats sont stupéfiants. Lorsque votre prospect entretient une croyance limitée envers le marketing relationnel. Dans cette catégorie, votre prospect vous dira « Est-ce qu'il s'agit de marketing relationnel? Est-ce bien ce à quoi je pense? Est-ce une organisation pyramidale? Le marketing relationnel ne m'intéresse pas. Je ne veux pas importuner mes amis. Et quels sont vos revenus? » Commençons par la question qui suscite la peur chez la majorité des gens qui exercent notre profession. Est-ce qu'il s'agit de marketing relationnel? Ou de variantes telles que « Est-ce bien ce à quoi je pense? Est-ce une organisation pyramidale? » Ou « Le marketing relationnel ne m'intéresse pas. » Certaines personnes perdent un peu leurs moyens lorsqu'elles entendent ces questions et ces affirmations. Elles disent « Une organisation pyramidale? Comme n'importe quelle société commerciale du monde? Comme le gouvernement? C'est de cela que vous parlez? » Au lieu de craquer devant votre prospect, il est important de comprendre d'où vient sa question. Mon expérience m'a permis de découvrir que, souvent, le prospect connaît quelqu'un qui a adhéré à une entreprise de marketing relationnel, mais sans succès. Ou bien, c'est lui-même qui l'a fait. En général, il n'a fait qu'acheter un billet de loterie, comme je l'ai décrit plus tôt, et il n'a pas gagné. Ce scénario dépeint plus de 90% des gens qui vous poseront cette question. Les autres auront entendu parler d'une telle occasion et seront à juste titre sceptiques devant la promesse d'un enrichissement rapide. Si mon prospect pose l'une de ces questions en laissant transparaître une émotion, je sais qu'il a déjà frayé dans le domaine, et je lui dis donc « Attendez une minute, vous avez une histoire. Que s'est-il passé? Avez-vous déjà évolué dans le domaine du marketing relationnel? » Ensuite, laissez-le vous raconter son histoire. Il se confiera à vous. Il cessera d'être sur la défensive et cela vous permettra de lui poser quelques questions à propos de son expérience. Permettez-moi de vous donner un exemple type. Je suis au beau milieu de mon processus d'invitation lorsque mon prospect me dit « Attendez une minute, est-ce qu'il s'agit de marketing relationnel? » Et il le dit d'une voix vibrante d'émotion. Je lui réponds « Ah, vous avez une histoire. Avez-vous déjà essayé de créer une entreprise? Que s'est-il passé? » Il dit « Ouais, je suis devenu membre d'une de ces entreprises il y a quelques années. J'ai acheté quelques produits et j'ai perdu mon argent. » J'enchaîne en disant « D'après vous, pourquoi n'avez-vous pas réussi? » Il dit « Eh bien, c'est un ami qui m'a entraîné dans cette aventure. Je n'avais pas beaucoup de temps et j'ai pensé qu'un grand nombre de gens se joindraient rapidement à moi. Je suppose que j'ai perdu tout intérêt. » Je lui réponds « Croyez-vous vous être vraiment donné toutes les chances de réussir? » Il dit « Non, pas vraiment. » Je poursuis en disant « Croyez-vous que le problème était le marketing relationnel? Ou croyez-vous que votre synchronisme n'était pas parfait? » Il dit « C'était probablement attribuable au timing. » Voyez-vous la dynamique? J'ai eu des milliers de conversations de ce genre, avec toujours quelques variantes. Mais si vous posez quelques questions et êtes amical tout au long du processus, vous aurez une bonne occasion d'aider votre prospect à se défaire de ses inquiétudes de manière à ce qu'il soit ouvert à ce que vous avez à lui offrir. De plus, vous pouvez faire preuve d'empathie en lui disant que vous avez soulevé la même objection à vos débuts et en lui racontant comment vous l'avez surmontée. Si quelqu'un prononce le mot « pyramide » devant moi, je dis toujours « Oh non, les organisations pyramidales sont illégales et jamais je ne m'engagerai dans des activités illicites. » Lorsqu'on me pose la question sans manifester d'émotion, je réponds habituellement « Oui, il s'agit de marketing relationnel. En savez-vous quelque chose? » Encore une fois, je pose des questions et j'attends les réponses. Et en m'inspirant de celles-ci, je pose d'autres questions et grâce à ce processus, je peux atteindre mon but qui est l'éducation et la compréhension. C'est légèrement différent lorsque le prospect dit « Je ne veux pas importuner mes amis. » Encore une fois, je fais preuve d'empathie en lui racontant mon histoire ou celle d'un autre réseauteur. Je lui pose ensuite des questions telles que « Qu'est-ce qui vous fait penser que vous importuneriez vos amis? » Ou « Si vous croyez vraiment en votre produit, ne voudriez-vous pas que vos amis le connaissent? » Et si je vous montrais comment faire connaître ce produit à vos amis sans que cela ait l'air d'une présentation de vente? Est-ce que cela vous aiderait?
La dernière question dans cette catégorie est « Combien d'argent gagnez-vous » C'est une excellente question si vous avez déjà des revenus. Sinon, votre réponse dépendra de la durée de votre engagement. Si vous êtes un nouveau venu dans le domaine du marketing relationnel, vous pouvez répondre que vous venez tout juste de commencer. Si vous y évoluez depuis un certain temps déjà, mais que vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent, vous pouvez dire que c'est pour vous un travail à temps partiel et que vous envisagez votre avenir avec beaucoup d'optimisme. Vous pouvez également dire que vous êtes enthousiaste à propos de votre avenir dans cette entreprise parce que vous savez que les choses n'auraient pas changé pour vous si vous n'aviez pas pris les mesures nécessaires. Une autre façon de répondre consiste à raconter votre histoire et celle de personnes que vous connaissez qui gagnent beaucoup d'argent. Vous pouvez même suggérer à votre prospect de téléphoner à ces personnes de manière à ce qu'ils deviennent plus à l'aise avec l'occasion d'affaires que vous lui offrez. Tout cela exige de la pratique. Mais si vous comprenez bien les concepts, vous verrez que tout devient facile. Et ce qui peut également vous encourager, c'est que vous n'aurez que cette poignée d'objections à réfuter tout au long de votre carrière. Il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a pratiquement pas d'autres questions que celles dont j'ai dressé la liste dans ce chapitre. Rappelez-vous que votre but est l'éducation et la compréhension. C'est un élément du processus qui fait que ce but devient réalité.